Notre champ d'intervention, c'est l'assistance à maîtrise d'usage. Autrement dit, la possibilité aussi dans les aménagements, dans les projets, de faire entrer la part on va dire, aussi bien du citoyen, du participant au projet, que de l'habitant ou de l'usager du lieu ou de l'habitat qui est proposé. Alors on travaille à deux. Il y a Alexis qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui lui est plutôt sur l'entreprise qui s'appelle Primaterra, qui est plutôt de l'innovation territoriale depuis une dizaine d'années. Il travaille ici, y compris à Nantes, sur la question des tiers-lieux. Et puis moi qui ai un parcours un petit peu différent, vous avez vu qu'il était marqué chef de projet de Réal. Je suis chef de projet, mais je fais aussi autre chose au travers de la dimension sonore des espaces, qui est aussi les travaux de recherche que je peux mener par ailleurs dans une tentative de thèse d'un vieux doctorant aujourd'hui. Donc, premier élément, le retour aujourd'hui vers un urbanisme des proximités où on remet l'usager au cœur de ses préoccupations, où l'usager demande à participer aux aménagements, il demande à être acteur du lieu dans lequel il vit. On a aussi surtout les usages qui sont au centre, qui peuvent être des usages en correspondance avec les usagers, mais aussi avec des gens qui sont là de passage, qui viendraient ponctuellement, de façon récurrente, venir dans l'espace qu'on veut aménager. On a des urbanismes qui sont liés aussi à l'environnement, avec la problématique de l'énergie, la problématique des transports, donc avec une volonté récurrente de faire plus pour la dimension environnementale. Et puis tous ces éléments-là se font avec un contexte local, territorial et souvent culturel autour de ces différentes questions. Donc il y a une vraie problématique sur l'urbanisme des proximités, et c'est à partir de ça qu'on va pouvoir y travailler. Des éléments sur ce que nous on appelle l'assistance à maîtrise d'usage, c'est pouvoir à un moment donné être dans la compétence à pouvoir rendre compte, capturer, rendre compte des attentes à la fois des participants à un projet, mais aussi tous ceux qui vivent, tous ceux qui sont présents autour d'un aménagement donné, autour d'une problématique donnée. Donc, ces différents éléments ont permis le développement d'un livre blanc sur l'assistance à maîtrise d'usage. Donc ça, c'est un élément du livre blanc qui va être publié au mois d'avril, dans lequel on a les différentes étapes qui ont amené à cette réflexion depuis les années 80-90 sur l'émergence de la maîtrise d'usage jusqu'à aujourd'hui autour des nouveaux modes de vie durables et l'implication des usagers. Alors évidemment, ça s'appuie également sur des travaux de recherche, ça s'appuie sur le lien entre l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'œuvre, et bien entendu, le troisième pendant qu'on essaye de présenter, c'est l'usage et l'activité. Donc ces trois éléments, dans un processus de projet urbain ou de projet d'aménagement, il faut prendre en compte les trois éléments pour que ça puisse fonctionner. L'assistance à maîtrise d'usage, elle a deux niveaux principaux. Il y a les concepteurs pour les usages, autrement dit ceux qui sont pris dans le projet proprement dit, et c'est une particularité qu'on étudie relativement peu. Ce sont les porteurs de projet, les décideurs, les financeurs, les élus, l'équipe projet. Et puis quelque chose qui est plus connu et dont vous parliez précédemment, à savoir les concepteurs par les usages, le public qui est concerné par l'aménagement, le destinataire du projet, qui des fois n'est pas forcément le même, le bénéficiaire, l'usager d'un espace, les citoyens impliqués. Donc on a deux niveaux de maîtrise d'usage, une qui est un peu moins développée que l'autre, mais qui va pouvoir se mettre en place autour de tous ces éléments. Donc si on devait synthétiser un petit peu cette assistance à maîtrise d'usage, on voit qu'on a différents éléments. On a des éléments de contexte donc, qui ont été définis. On ne va pas revenir dessus. Les éléments qui sont liés à l'assistance à maîtrise d'usage bâtiment, du collectif, une communauté ou un territoire. On a les types d'usagers, donc ceux qu'on vient de déterminer là. Et puis on a les types d'usages, soit des usages actuels, qui font aussi potentiellement référence aux usages passés, mais également les usages futurs qu'on veut mettre en place lorsqu'on fait un peu de prospective par rapport à des lieux donnés. Alors, vous allez me dire quel est le lien avec les espaces sonores. Je voudrais juste profiter qu'il y ait autant de monde là pour faire un petit exercice, si ça ne vous dérange pas, si vous voulez bien participer avec moi, et si ça veut bien fonctionner aussi. Ça va être très simple. Vous allez écouter deux ambiances de deux lieux différents,
Et puis on va rapidement, en temps très court, voir ensemble qu'est-ce que vous pensez avoir entendu et à quel type de lieu ça vous fait penser. Et après je vous expliquerai pourquoi on fait ça. Bon, première ambiance, à votre avis, qu'est-ce que vous avez cru ou vous avez entendu, pardon, parce que vous avez cru entendre, ce que vous avez entendu, à votre avis, à quel lieu ça peut correspondre? Un parc. Un parc. Pourquoi? La poussette, les graviers, ouais. La proximité de la route. La proximité de la route. Pas mieux, mon général? Non? Personne d'autre? Bon, ça c'était facile, effectivement, tout le monde avait raison. Mais est-ce que vous imaginez, ça vous renvoie à quelque chose, donc chacun individuellement, d'accord? Effectivement, je le montrerai après, c'est le Jardin du Luxembourg à Paris. Là, il n'y a pas grand-chose de particulier. Je vous attends plus sur l'ambiance 2, quand même. Des idées? Qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Qu'est-ce que vous avez cru reconnaître comme bruit? Oui. Ah, c'est pas loin, c'est pas mal. Mais là, on est déjà à la deuxième question. Moi, ce que je veux, c'est que pensez-vous avoir entendu comme bruit qui fait que ça vous fait penser à une ville latino-américaine, Lima, etc. Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? La langue, oui. Alors évidemment, ça, mais on enlève la langue. Quoi d'autre? Les discussions, les bruits dans la rue, effectivement, les échanges. Pardon? Les voitures, on verra s'il y a des voitures. Des couverts, comme si on était dans un restaurant. Autre chose? Un marché, d'accord. Tout le monde pense que c'est... Ok. La cuisine de rue, voilà. Qui c'est qui a eu l'expérience de la cuisine de rue, hormis vous? Voilà, donc les autres pensent à marché et vous pensez cuisine de rue. Mais vous allez voir, c'est totalement logique. Donc, le deuxième, en fait, vous êtes à la sortie du métro de Madrid. Donc, absolument pas un marché. Désolé, pardon. Vous êtes effectivement à la sortie. Effectivement, c'est une personne qui enregistre les bruits et elle marche le long, depuis sa sortie du métro, évidemment, à des heures où la population est importante. Et effectivement, elle prolonge. Pourquoi j'ai fait ce petit exercice? Je pense que c'est assez caractéristique parce que le son, ça permet à n'importe qui de renvoyer à soi. Vous parliez de la cuisine de rue, ça vous a fait penser parce que vous avez mangé dans une cuisine de rue. Je ne parle pas pour Lima ou pour... Chacun renvoie à un son, pourtant qu'on reconnaît tous, à un moment donné, on était d'accord sur le premier, il n'y a pas eu de problème, jardin, etc., etc. Individuellement, vous renvoyez tous à votre propre identité sonore, donc à votre expérience, et en même temps, vous êtes en capacité de l'exposer publiquement à tout le monde, en dépit de nos statuts. Étudiants, professeurs d'université, etc., etc. Donc, c'est quoi l'intérêt? C'est que le sonore, lorsqu'on revient à notre assistance à maîtrise d'usage interne à un projet, ça permet de faire parler tout le monde à partir de son expérience, sans avoir besoin d'avoir un statut et de jouer sur sa posture.
Typiquement, on est tous d'accord que là, tout le monde pouvait avoir la même vision des choses. Donc non seulement ça permet de faire reconnaître des sons qu'on a déjà entendus dans un endroit particulier, s'il y a un projet d'aménagement quelconque, on va potentiellement reconnaître celui-ci ou pas. Et derrière, ça va permettre aux citoyens d'avoir la même approche sonore que pourrait avoir l'élu, le porteur de projet, etc., etc. Et donc mettre tous ces gens autour de la table à partir d'une expérience sonore, ça permet déjà de pouvoir remettre et de rebattre un petit peu les cartes sur la façon dont ils vont percevoir et dont ils vont rendre compte à un moment donné d'un projet d'aménagement. Alors, évidemment, tout ça ne s'appuie pas, c'est pas sorti comme ça de notre tête. L'expérience qu'on a fait là, c'est typiquement quelque chose qui a été fait en psychologie autour du sonore dans les années 80. Donc vous n'avez pas vécu quelque chose de très original sur le coup. Et qui aujourd'hui est utilisé, donc c'est les travaux de Lecourt, qui aujourd'hui met ces éléments autour du son et de la musique pour traiter potentiellement, pour améliorer les conditions de vie par rapport à des malades psychiatriques. Maladies psychiatriques type... bipolarité, type schizophrénie, etc. Donc il y a eu aussi des applications médicales qui ont été faites à partir de ça. Sur l'urbain UX design, donc tout ce qui est lié effectivement au lien entre le sonore, il y a eu des travaux du Cresson depuis les années 70. On a aujourd'hui des travaux patrimoniaux qui sont mis en place, puisque suite par exemple à l'effondrement et à l'incendie de Notre-Dame, on a mandaté quelqu'un pour qu'elle restitue l'ambiance sonore de Notre-Dame, pour que la nouvelle Notre-Dame sonne comme elle sonnait il y a quelques années. Et paradoxalement, ceux qui ont mis les premiers en lumière cette dimension sonore, de patrimoine sonore, c'est pas les Français, c'est le Los Angeles Times, qui avait fait 2 articles consécutifs et qui donc a mis la puce à l'oreille du CNRS, qui a mandaté quelqu'un pour reconstituer virtuellement tous ces éléments-là. Troisième champ possible, c'est évidemment ce qui a été mis en place à Dublin, donc des éléments où on va faire jouer des éléments techniques de mesure de l'ambiance sonore, autour notamment de la question de la Smart City. Donc tous ces éléments-là sont aussi pris en compte. Il y a des choses qui sont faites par Bruit Parif à Paris, évidemment. Il y a d'autres éléments. Vous avez certainement dû entendre aussi l'idée de pouvoir recueillir les niveaux sonores d'une autoroute. C'est quelque chose qui a été mis en place assez récemment. Donc tous ces éléments-là, effectivement, montrent aussi qu'il y a eu tout un tas de recherches et des formes d'application, mais qui n'a pas toujours été réutilisées dans le cas de projets d'aménagement à destination des citoyens ou des usagers, et des usages en particulier. Donc là, il y a quelque chose qui n'a pas été totalement construit, puisque ça restait quand même dans le monde universitaire et qu'en tant que tel, c'est la recherche qui primait sur la dimension d'utilisation concrète. Et donc, il y a eu des expériences, il y a eu des choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été systématisées et mis en place systématiquement encore aujourd'hui. Dans cette dimension des espaces sonores, et puis surtout ceux qui sont densément urbanisés, il y a un document, le premier document que tout le monde potentiellement doit connaître, c'est la carte stratégique du bruit. Donc, différence, là je vous ai montré de l'ambiance, dimension qualitative, là on est sur la dimension quantitative, qui est un document réglementaire fait par les services de l'État et qui est repris après par des bureaux d'études spécialisés là-dedans, où ils font des relevés sonores et surtout travaillent sur des algorithmes mathématiques pour permettre l'évolution des choses. Donc ça, c'est le premier élément sur cette approche sonore, une dimension quantitative, mais qui est pas proche des citoyens, qui n'est pas proche de leur rendu ni de leurs possibilités. Le deuxième élément, c'est avoir une approche beaucoup plus sensible. Ça, c'est les travaux qu'a fait un urbaniste qui s'appelle Quentin Lefebvre sur Paris, où il a travaillé sur l'intégralité des 5 sens qui ont été proposés, et il a essayé de voir effectivement les lieux qui étaient le plus aimés, des lieux qui étaient le moins aimés par ceux qui y passaient. Donc il n'a pas pris un échantillon d'usagers directs, mais des usagers, on va dire, de passage, qui étaient repris dans une réunion, enfin voilà, ils étaient dans une structure particulière, des gens qui n'étaient pas forcément du quartier directement. Évidemment, vous n'aurez aucun mal à comprendre que tout ce qui est boulevard Magenta n'est pas aimé, et on sait pourquoi. Parce que c'est du bruit, parce que c'est une saturation de l'espace liée à
à la circulation. Par contre, il suffit de s'éloigner de 50 mètres pour avoir un espace où le son est plus conforme avec le petit square Saint-Laurent, ou alors, plus loin encore, l'église Saint-Laurent. Donc, il a montré aussi dans ce travail-là, dans cette cartographie sensible, qu'au-delà de la vue, le deuxième sens qui a été plébiscité par les personnes qu'il avait dans son corpus, c'était le son, c'était l'ouïe. L'idée qui lui est venue, c'est de se dire, sur cette place-là, si, par exemple, je mettais un casque anti-bruit et que je laissais les gens imaginer l'ambiance qu'on pourrait avoir boulevard Magenta sans ces éléments-là, sans les éléments actuels liés au bruit. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, effectivement, les gens n'aiment toujours pas le boulevard Magenta, mais imagineraient potentiellement la façon dont cet espace pourrait sonner si on avait une vision différente des choses. Donc c'est ça qui est aussi intéressant là-dedans, c'est que ça me permet d'avoir un peu de perspective et de prospective sur ces éléments-là. Alors, en quoi ça peut s'appliquer aussi aux espaces densément urbanisés? D'abord, c'est écouter les friches. Aller sur la dimension des friches urbaines, parce qu'il y a un patrimoine qui existe sur tous les friches industrielles, mais aussi les friches commerciales. Il y a un passé, il y a des éléments qui sont présents dans le passé sonore. Et puis, petit à petit, travailler sur cette question-là, au-delà des friches culturelles telles que c'est présenté, mais travailler avec le son sur la reterritorialisation de ces espaces à partir d'une dimension sonore, en le prenant en compte comme un élément de patrimoine passé, présent et potentiellement futur. Deuxième élément sur lequel on émet des pistes et des hypothèses, c'est sur la densification douce. La difficulté aussi dans la densification douce à faire accepter dans un quartier qu'on va rajouter un espace de logement complémentaire sur ces éléments-là, qu'on va avoir potentiellement des zones en transition et que cette dimension sonore des espaces peut totalement contribuer à permettre l'évolution de ces représentations et à permettre l'acceptation de ces nouvelles façons de procéder. Juste pour terminer, les perspectives, ça a été assez court, mais j'ai essayé de montrer qu'on pouvait effectivement utiliser cette dimension sonore dans une perspective d'assistance à maîtrise d'usage pour les usagers d'un espace, d'un aménagement, mais aussi potentiellement pour les porteurs de projets. Et c'est un peu un clin d'œil, parce que en termes de recherche, dès 1973, Vancouver avait fait son paysage sonore, et que en dehors on va dire, des CD qui ont pu être produits, il n'y a jamais eu d'application dans le milieu urbain. Alors je sais que, pour reprendre l'expression de ce matin, c'est un détail peut-être pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'est effectivement un clin d'œil important sur ces questions-là, sur cette façon de faire, et qui sont à la limite effectivement de l'immobilier au sens large du terme. On est plus à la marge de ce qui peut être mis en place, mais on est convaincu avec Alexis que c'est quelque chose qui peut être totalement porteur dans les années à venir sur la dimension immobilière et sur les espaces densément urbanisés. Je vous remercie.